Alors, qu'est-ce qui décide une cinéaste à faire un film sur le striptease ou sur une boîte de striptease? Alors ça c'est une question très, très intime, parce que c'est un désir très ancien, en fait, je crois. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais tenté le concours de la Fémis, j'ai tenté plusieurs fois mais je ne l'ai jamais eu, une fois j'avais déjà fait un dossier d'enquête sur le Peep Show. Et j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça, enfin c'était il y a 20 ans en tout cas. Et je pense que c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intriguait, enfin ce sont des lieux qui m'intriguaient. Et il se trouve que enfin au moment où j'étais en train de fabriquer mon premier long métrage qui s'appelle Fidelio, j'ai une amie qui a commencé à travailler dans un club. Et que donc c'est devenu concret, c'était pas seulement, enfin concret, plus proche quoi, plus facile d'entrer dans le milieu. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que ce serait le film que je ferais après Fidelio. Puis en fait, finalement, j'ai fait plein d'autres choses qui n'étaient pas forcément prévues. Et j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce film. Mais en tout cas, ça remonte à ouais, des désirs anciens. Et peut-être un peu cachés, même presque enfantins. Enfin, je sais pas comment dire, de regarder les trucs des adultes. Voilà, je sais pas. Une curiosité... Mais Manon, ça pourrait être vous, Manon? Bah peut-être, ça aurait pu être moi, mais je l'ai pas fait. C'est pas un film autobiographique. N'avez-vous pas l'impression d'avoir fait un film à contre-courant? Ou bien justement, avez-vous besoin d'exprimer un regard très personnel, hors des normes imposées? Votre regard, de la même manière que le film s'appelle À mon seul désir, est-ce que c'est votre regard, justement? Bah, en tout cas, j'ai l'impression que justement l'époque... si on veut parler du contexte, en tout cas féministe, parce que bon, c'est ça à quoi je pense tout de suite, moi me donne l'impression que je peux essayer de me libérer plutôt que de me censurer et d'avoir peur de pas dire des choses politiquement correctes. Alors après, c'est des thématiques auxquelles on a beaucoup réfléchi en pleine conscience féministe et de l'époque dans laquelle on est, mais ça n'empêche pas d'essayer de proposer d'autres points de vue qu'un seul point de vue avec une pensée unique qui a un peu tendance parfois à envahir l'espace public, surtout sur des sujets tels que le travail du sexe en fait, puisque finalement le film de fil en aiguille parle de ça, même si c'est pas du tout le sujet principal. Je pense que ce qui déboussole aussi, c'est que ce ne soit pas le sujet principal finalement, que ce soit pas un film qui nous propose une thèse et des réflexions à ce propos, puisque finalement le film se transforme. S'il y a des gens qui l'ont pas vu, j'ai pas envie forcément de tout raconter, mais le film finalement au bout d'un moment nous réserve des surprises et nous parle de l'histoire des personnages de manière intime et sentimentale et pas uniquement comme un sujet de société, même justement pas tellement. Et après, oui, avoir un point de vue différent, enfin, essayer de ne pas hurler avec les loups, je trouve que c'est le minimum. C'est ça qui est marrant quand même. Alors justement, moi ce qui me frappe, peut-être plus à contre-courant par rapport à l'époque actuelle, c'est qu'il y a, votre film respire un peu la douceur et la joie, on va dire. Je voulais savoir ce que vous pensiez justement du regard actuel sur les rapports amoureux, la sexualité, les rapports du sexe et peut-être le militantisme actuel. Qu'est-ce que vous voyez ça comment? Moi je suis ouverte au militantisme actuel, parce que je suis pour les bouleversements, les réflexions, les disputes, enfin voilà, j'ai pas de problème avec ça du tout quoi, je trouve ça très bien. Mais par contre, je trouve que c'est triste de voir que du coup, toutes les questions liées à la sexualité, comme il y a eu une libération de la parole sur des choses plutôt difficiles et sombres liées à la sexualité, il ne faut pas tout d'un coup que ça donne l'impression que la sexualité, ça n'est que ça, enfin de mon point de vue, parce que de mon point de vue, c'est tout l'inverse en fait. Et c'est quelque chose qui est du côté de la vie, quelque chose qui est positif, et j'entends très bien qu'il y ait d'autres points de vue, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est quelque chose dont le cinéma se fait assez peu l'écho, finalement, en particulier d'un point de vue féminin, parce que par nature, maintenant, on sait que quand même, on a bien observé dans les statistiques qu'il y a eu peu de films de femmes dans l'histoire du cinéma. Et comme en plus on n'ose pas trop parler forcément de sexualité, il n'y a pas eu tant de femmes de ça qui sont exposées sur la sexualité. Et certaines qui l'ont fait, parce que j'ai pas du tout l'impression d'être une pionnière, l'ont fait aussi parfois sous un jour très sombre. Enfin là, je pense à Catherine Breillat qui a été une cinéaste très importante moi dans ma jeunesse, justement parce que
C'était une des seules à parler de sexualité de manière hyper crue, enfin voilà, et c'était pas, ça avait pas l'air de lui poser de problème. Donc moi ça m'a plutôt inspirée et donné l'impression que j'avais le droit justement de faire ce que je voulais, ce qui était très agréable. Mais je trouve que ça présente un point de vue sur la sexualité qui est toujours de lier Eros et Thanatos, etc. Là où moi ça me parle pas du tout. Et donc je me dis que comme je suis aussi une femme et que j'ai aussi un point de vue, c'est intéressant de le partager. Voilà, et surtout que j'ai pas l'impression d'être la seule à partager ce point de vue. Et que en plus je trouve que l'époque est atroce en fait, a bien besoin aussi de moments lumineux, surtout dans des choses qui peuvent être très personnelles et très intimes comme la sexualité, qui sont donc pour moi des choses finalement d'ailleurs qui ne se marchandent pas. Mais, paradoxalement, même si le film parle de travail du sexe et de relations tarifées, entre autres, je crois fondamentalement que c'est un territoire de liberté aussi, la sexualité, parce que c'est un endroit de surprise, de don, et que notre corps nous appartient en fait à tous. Donc tout ce qu'on peut en faire, que ce soit de manière fantasmée d'ailleurs ou de manière réelle, c'est un territoire de liberté. Et j'ai pas envie qu'effectivement il y ait un pouvoir qui m'indique ce que je dois faire dans ce domaine-là. Alors ça voilà. Correspond complètement à ma question suivante, en fait, sur la représentation dans votre cinéma du rapport amoureux, y compris du sexe, où on voit très nettement, enfin moi je vois très nettement un rapport entre Fidelio et celui-ci. Je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai, très charnel dans votre cinéma, de la même manière que vos personnages les deux, Alice comme Aurore, se réapproprient leur corps. On a la sensation que vous réappropriez la représentation du corps et du sexe au cinéma. Je voulais savoir comment abordez-vous justement cette représentation? C'est tout à fait juste, hein. C'est-à-dire que moi je trouve que, ayant été d'abord comme beaucoup de cinéastes une spectatrice, j'ai trouvé toute ma joie dans beaucoup de films, mais j'ai pas vu tant de scènes de sexe finalement qui correspondaient à des choses profondes, intimes et en même temps très simples. C'est-à-dire que dans Fidelio, l'idée c'était vraiment de filmer les scènes de sexe comme des scènes normales, c'est-à-dire de se dire bah ça fait partie de la vie en fait, comme on raconte des histoires d'amour, bah il y a des scènes où on se parle et puis il y a des scènes où on fait l'amour et c'est une chose normale et c'est pas la peine de tout d'un coup adopter une musique ou un découpage complètement dingue parce qu'en fait c'est quelque chose de naturel qui fait partie de la vie. Et là évidemment c'est un peu différent parce que justement le film d'ailleurs il n'y a pas tant de scènes d'amour que ça dans le film, mais par contre on montre évidemment beaucoup de corps et ce qui est assez réjouissant pour moi c'est que y a pas mal de spectatrices et de spectateurs qui m'ont dit en voyant le film qu'ils avaient un peu peur parce qu'ils ont peur des sujets un peu, voilà, je sais pas comment dire, un peu glauques, voilà, un peu crades sur la sexualité et qu'en fait assez vite, alors qu'on voit tout le temps des filles très dévêtues, parce qu'on est dans les coulisses par exemple du théâtre, on ne les voit plus, parce qu'en fait on s'occupe des personnes, on n'est pas omnubilé, et ça vient évidemment, je pense, de la manière dont c'est filmé, puisqu'on n'en fait pas quelque chose d'érotisé plus que ça ne l'est. Ça ne veut pas dire que c'est pas érotique, parce que moi je trouve ça très beau en fait les corps, donc j'ai pas de problème avec ça, mais il n'y a pas cette emphase en fait, je pense. C'est peut-être ça qui change, et peut-être l'idée effectivement de se dire que ça peut être quelque chose de positif et de lumineux. Et puis effectivement, À mon seul désir, il y a aussi des scènes d'amour, hein, parce que c'est un film d'amour en fait. Et effectivement, la grande scène d'amour, elles sont à peine dévêtues, en fait. La scène la plus sexuelle. Donc c'est pas forcément une surenchère de chair qui peut rendre les choses plus ou moins érotiques. Mais c'est vrai que, en plus, pour moi, à mon seul désir, on est plus du côté du sentiment, quoi. Il y a aussi quelque chose qui est un peu un tabou, c'est de mettre des choses ludiques et drôles dans la sexualité. C'est-à-dire que souvent, la sexualité, on y met... bon, je parle même pas du délire de soumission et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Je parle pas des trucs SM, hein. Je parle vraiment de quand dans un couple, on sent que c'est qui va dominer... Enfin, vraiment, ça m'intéresse pas. Voilà, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a l'idée qu'on peut aussi se marrer, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup surpris à la fois les spectateurs du film, mais même les faux spectateurs
spectateurs, c'est-à-dire les figurants qui venaient pour voir le spectacle, mais quelque chose que j'ai constaté dans le striptease contemporain, le burlesque, les cabarets, etc., qui est l'humour en fait mélangé avec des choses franchement crues. Et ça, je trouve ça génial en fait. Et c'est vrai que l'époque n'est pas à l'humour non plus. Ce qui ressemblait pour moi dans les deux films, c'était effectivement l'idée de parler du travail. Pour le coup, c'est quelque chose qui me plaît, même dans d'autres réalisations. Vraiment l'idée à chaque fois de passer par la clé, de voir les gens au travail, que ce soit effectivement une nounou ou des trafiquants de drogue dans la série Cannabis. Enfin, c'est toujours un bon truc. Et là, effectivement, c'est plus fort que ça parce que ce sont des mondes très connus dans la littérature, dans les mythes, depuis toujours, que ce soit celui des marins ou celui de la prostitution, parce que même si c'est un club de striptease, ou du théâtre d'ailleurs, parce que c'est vrai que le film parle aussi beaucoup de la scène, enfin de ce que c'est que de vouloir être vu, de vouloir se montrer sur scène. Effectivement, oui, peut-être que c'est une manière de lutter pour moi, enfin contre un monde où les codes, on voudrait nous imposer tout le temps des codes, que de les observer et de vouloir les retranscrire au cinéma avec la vision subjective de quelqu'un. Parce que finalement, dans les deux films, on est vraiment avec un personnage qui n'est pas moi d'ailleurs. Enfin, c'est des personnages que je comprends bien, qui me sont proches, je les ai écrits, mais c'est pas moi du tout. L'idée qu'à chaque fois, je trouve que c'est très stimulant, l'idée d'un microcosme. C'est aussi des contraintes, je pense, de réalisation, parce qu'à chaque fois c'est des lieux un peu clos et tout ça. Mais bon, c'est aussi des boîtes à fantasmes, enfin, que ce soit les marins ou les stripteaseuses, oui, qui se rejoignent d'ailleurs, qui viennent tous de Jacques Demy en fait. D'ailleurs, ça vous conduit vers autre chose que du réalisme, oui. ça vous permet ça vous permet aussi l'onirisme en fait. C'est ça, c'est-à-dire c'est à la fois, moi j'ai une méthode qui est presque documentaire au départ, c'est-à-dire que je vais beaucoup sur le terrain et je parle beaucoup avec des tas de gens pour faire vivre les situations, les personnages, et c'est très important pour moi que les gens qui connaissent ce milieu s'y reconnaissent, mais le naturalisme pur m'est assez étranger, enfin je sais pas bien faire ça, et c'est vrai que c'est aussi des microcosmes, là ces deux-là en l'occurrence, qui sont, qui sont vraiment des mondes de fantasmes et de mythes, quoi. Le marin, la prostituée, c'est sûr que c'est la base de la fiction. On va parler des personnages. On a Alice dans Fidelio, on a Louise, la nounou, bon, un peu plus particulier on va dire, mais ou Manon. Les motivations et les décisions des personnages ne sont jamais expliquées. Voulez-vous de cette façon défendre une fiction qui définit les personnages par leurs actions plutôt que par leurs pensées? Souhaitez-vous que la narration passe justement par l'interprétation du spectateur? Oui, je trouve que ça rend le spectateur plus libre. Et j'aime bien, je sais pas si... Parfois, je pense qu'on peut avoir accès à leurs pensées, parce que des fois, je fais des scènes très bavardes aussi, et que les personnages peuvent parler d'eux-mêmes, etc. Mais c'est vrai que par contre, on les explique pas de manière sociologique. Enfin, c'est-à-dire, ils sont ancrés sociologiquement, mais on dit pas dans mon enfance, je comprends pourquoi j'ai eu envie d'entrer dans ce club de striptease, puisque j'ai un petit traumatisme de ci, de ça. Ce qui veut pas dire que les personnages qu'elles croisent, en fait, elles sont incarnées d'une telle façon qu'on peut très bien imaginer, en fait, ce qui est charrié. Et c'est pareil pour Alice, qui est devenue marin, qui est un métier d'homme, enfin dit d'homme, etc. On n'a pas besoin de l'expliquer. On ne fait pas une psychanalyse, en fait, ou une étude sociologique, on fait un film. Donc je trouve que c'est agréable pour les spectateurs de pouvoir se projeter. D'ailleurs, j'ai des amis garçons qui se sont complètement reconnus dans ce personnage d'Aurore. Et c'est possible aussi parce que effectivement on la laisse comme ça, elle n'est pas engluée dans un schéma psychologique d'écriture de personnages psychologiques, ce qui peut donner des fictions très intéressantes, mais moi ça ne me parle pas. Après, le personnage d'Aurore, en plus, il était très déroutant pour les lecteurs de scénario, puisqu'on est très confronté quand on cherche à financer un film, parce que c'est un personnage qui n'a pas de but. Mais pour moi, ça correspond à une démarche qui est assez audacieuse aujourd'hui et presque anarchiste, en fait. Enfin, pour moi, c'est une anarchiste, en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive pas, elle est à l'âge où on doit chercher une place dans la société, et en fait, ça l'intéresse pas d'avoir un projet. Elle n'a pas de projet, et elle est ouverte aux choses que vont lui proposer la vie, et ça la rend pas non plus molle.
C'est-à-dire qu'elle est 100% dans la vie, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent pour moi, en tout cas c'est comme ça que je l'ai imaginé, et Louise Chevelliot l'incarne hyper bien. Mais c'est pas quelqu'un voilà, qui a un but, or c'est ce qu'on cherche souvent à nous apprendre à l'école ou dans les livres de scénario, qu'il faut un personnage qui a un objectif puis il va avoir des problèmes pour l'atteindre, et là c'est pas du tout son cas. Donc c'est ce qui peut être un peu déboussolant, mais j'aime bien ça, et je pense effectivement que ça permet peut-être de plus s'identifier. En tout cas, moi j'aime bien dans les films, que je vois comme spectatrice, que ce soit pas tout à fait tout le temps pareil, quoi. C'est agréable. Dans les formes de récit. J'aime beaucoup aussi ça dans l'écriture du personnage, c'est-à-dire que là aussi on va, à l'heure où on veut quand même, qu'on le veuille ou non, on veut quand même un certain manichéisme dans les personnages. Ah bah, complètement. C'est-à-dire qu'ils incarnent une position encore plus maintenant dans l'après-MeToo, hein, où on veut que ce soit vraiment du positif ou du négatif. Là, on a un personnage quand même qui est complexe, voire ambigu en fait. Je voulais savoir justement comment aviez-vous travaillé, c'est quasiment un devoir d'avoir un personnage complexe qui ne soit pas un personnage... En fait, déjà de dépeindre un monde où effectivement tout n'est pas noir et blanc, enfin, qui ait toutes les nuances, moi ça je trouve que c'est quelque chose de très agréable, effectivement. Et c'est sûr qu'on est actuellement... dans un monde très manichéen, en dehors même de la fiction, hein, avec les prises de position. Bon, après, moi, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, tout ça, donc je me sens pas si concernée, mais je vois bien autour de moi comment on peut partir en vrille, parce qu'il faut absolument dire si on est pour ou contre tel truc, telle phrase, bon, c'est très compliqué. Et alors, sur la prostitution, c'est encore pire, parce que du coup, c'est tellement mal qu'il faudrait avoir un avis tranché. Or, c'est très complexe. Et surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même d'aller chercher la vie des personnes, les premières concernées, qui sont les travailleuses ou les travailleurs du sexe. Évidemment, pas ceux c'est pas un film qui dirait que c'est comme ça la prostitution. On parle d'un point de vue. C'est pas un film qui dit qu'il n'y a pas de dérive. Enfin, c'est juste que nous, on parle d'autre chose en fait. Enfin, et qui est aussi une réalité. Voilà, et qui est beaucoup moins relayé. Et après effectivement, c'était très... comment dire, c'est un devoir, moi je pense, effectivement, d'essayer de produire des personnages qui ne soient pas tout d'un bloc. Sinon, je trouve que c'est pas intéressant, mais c'est pareil, c'est pour le spectateur, pour que ça le stimule et qu'il puisse s'identifier et être ébranlé, peut-être même dans des positions qu'il pensait avoir, en tout cas se remettre en question. Et c'est très difficile, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était un travail à l'écriture de longue haleine, parce qu'on ne voulait pas non plus... avoir l'air d'avoir une position tranchée dans l'autre sens non plus. Ça n'aurait aucun intérêt. Et donc c'est une vraie construction. Et en même temps, quelque part, tout ça c'est aussi que la toile de fond finalement. Puisque le film nous permet, pour moi, si on rentre dedans, d'entrer dans l'intimité des personnages et dans des choses beaucoup plus finalement sentimentales et très universelles. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément... confronté à la prostitution, mais je pense que tout le monde est confronté à l'amour quand même. Donc ça c'est sûr. Et en même temps, cette question de la prostitution, c'est marrant parce que j'y repensé là en venant à l'interview. On n'y est pas confronté, mais en fait quand on est une fille, en fait on y pense forcément, quoi. Je sais pas comment dire, c'est comme si... C'est quand même un champ des possibles. Je sais qu'il y a la prostitution masculine, mais en fait c'est quand même un truc, ne serait-ce que par les insultes, puisque pute c'est une insulte, de cours de récré en fait. Et parce que, je sais pas, il y a comme ce truc qui serait vraiment la chose la plus grave qui pourrait nous arriver, alors qu'en fait, si c'est pas quelque chose de subi, pourquoi ce serait si grave? Enfin, c'est vraiment des... Je pense qu'on grandit avec ça quand même. Enfin, dans l'idée que si on est une vilaine fille, il n'y a rien de pire que ça, quoi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que d'épouser... Enfin, là, j'enfonce des portes ouvertes par Virginie Despentes il y a bien longtemps, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que d'épouser un homme pour son argent? Enfin, c'est quand même des questions qui traversent la conscience féminine. Moi, je pense pas qu'il y ait un éternel féminin, enfin, je veux dire, quelque chose d'ontologiquement féminin, mais dans la société, on est forcément confronté à ça, en fait. Et donc, je trouve ça intéressant de s'y pencher, plutôt que d'aller chercher un sujet, encore une fois, de femmes qu'on va voir souffrir. Moi, il y a quelque chose aussi que je ne supporte plus, pour le coup, au cinéma. Enfin, après, c'est
c'est idiot de dire ça parce que je pourrais avoir des tas de films où ce serait le cas, mais c'est de voir souffrir les femmes, juste voir souffrir, 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 les punir. En fait, ce qui a beaucoup dérouté aussi les financiers du film et qui ne déroutent pas les spectateurs, encore une fois, qui ont montré un certain enthousiasme pour ceux que j'ai pu voir en salle sur le film, c'est que ces filles ne soient pas punies finalement. Il y a une dédramatisation voilà, de la prostitution sans enjoliver, voilà, sans enjoliver, rendre les choses simples et parfaites. C'est-à-dire qu'en même temps, pour moi, le personnage d'Élodie, qui est l'autre un des personnages du film qui l'entraîne un peu sur la voie de la prostitution finalement, qui dit qu'elle fait plus l'amour gratuitement, c'est ultra déprimant en fait. Enfin, on voit bien que c'est pas du tout la joie. Je sais pas comment dire, c'est pas simple, c'est pas des choses simples. Et en même temps, par rapport aussi aux personnes prostituées qui sont un peu militantes et engagées, qui sont dans un féminisme pro-sexe, etc., l'idée du stigmate, c'est vraiment un truc très important. Donc, c'est-à-dire, l'idée du stigmate, c'est vraiment de dire que tu seras marqué à vie, c'est mal ce que tu fais, tu vas toujours en souffrir et dévictimiser. En fait, c'est pour moi, écrire un film aujourd'hui qui aborde ce sujet sans aller se confronter à ça, ça aurait été absurde en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, tant mieux si le film il est à contre-courant de l'époque parce qu'il a un truc lumineux et complexe, tout ça, mais c'est aussi pour moi, grâce à l'époque, que j'ai pu l'écrire. Enfin, je me sens pas déconnectée de mon époque, quoi. Quel est le meilleur moment quand il s'agit de se libérer, et de se libérer artistiquement aussi, quoi. Enfin, exactement. Et sans avoir peur, sans se censurer, parce qu'on aurait peur de dire des choses politiquement incorrectes. Voilà. Alors, au-delà de vos figures féminines fortes, il se dégage de l'écriture une individualité vraiment salvatrice. Avez-vous le souci de la vraisemblance ou de l'identification avec les spectateurs, ou trouvez-vous que la société actuelle manque un peu d'affirmation de soi ? Vous voulez dire que quand vous dites d'affirmation de soi, vous voulez dire que les personnages sont tous pareils? Non, je suis pas ça à quelque comprendre. chose, ou peut-être qu'ils suivent peut-être une forme de norme, une forme de discours, imposé dans lequel ils se retrouvent de manière assez confortable. Enfin, voilà, oui. Bah après, il y a par exemple, il y a un autre élément qui déroutait les lecteurs, c'est les pauvres, les lecteurs du scénario quand on recherchait à financer le film. C'était le fait qu'il y a donc une relation homosexuelle dans le film, enfin lesbienne, et que c'est pas le sujet non plus. C'est-à-dire la jeunesse, hein. Un peu, pas moins quand même. Je veux dire, je l'aurais fait il y a 10 ans, ça aurait été encore autre chose, mais c'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, c'est-à-dire que ça arrive dans le film, mais c'est complètement normal. Il y a pas on n'en fait pas tout un plat. Enfin, et c'est pas une révélation sur les personnages pour elles-mêmes. Comme si oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est tellement grave. Enfin, non, mais je fais le lien avec l'affirmation de soi, parce qu'il y a peut-être aussi ça, l'idée que il faudrait catégoriser. Je veux dire, à la limite, maintenant, c'est bienvenu d'avoir une identité qui ne serait pas hétéronormée, mais par contre, du coup, c'est très important, ça va structurer ta vie, alors que c'est complètement débile. Enfin, moi, ça me semble pas juste d'un point de vue personnel. Donc, je tiens à défendre autre chose dans le film. Et effectivement, que les personnages soient à la fois... ils sont à la fois, pour moi, très ancrés, et à la fois, si quelqu'un me dit à un moment... que c'est pas vraisemblable, au fond je m'en fiche un peu parce que j'ai envie que ce soit romanesque aussi. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que quelqu'un dirait c'est pas vraisemblable qu'il n'y ait pas plus de clients méchants, puisque c'est ce que les gens ont envie d'avoir, manifestement, des méchants clients avec des pauvres filles exploitées et victimes. Oui, mais en fait, moi, dans mon roman, dans ce film, j'ai envie que ce soit comme ça. C'est pas non plus un documentaire. C'est-à-dire que c'est une manière d'éclairer le monde différemment. Donc, on n'est pas obligé de faire des statistiques, pour le coup, quand on écrit un scénario. Mais par contre, chaque détail vient et nourrit quelque part de quelque chose de vrai. C'est-à-dire soit d'une anecdote qu'on m'a racontée, que je trouve croustillante, soit... d'un désir de ma part de fiction, de romanesque, d'image, de musique, de petits grains de folie. Et ça, je trouve que ça doit être complètement authentique. C'est très important pour moi d'être honnête quand je fais un film comme ça, très personnel, je veux dire, pour lequel je me bats, parce qu'en fait, personne vient vous chercher pour faire un film comme ça. J'ai besoin d'être hyper franche, quoi.
Et donc hyper en accord, non pas que je sois en accord, mes personnages ne représentent pas tout le temps ma façon de penser, mais j'ai besoin de croire à tout ce qu'elles font. Et ça, c'est aussi quand on travaille avec les actrices, en fait, qu'on l'éprouve. C'est-à-dire, pour moi, le travail avec les actrices, il est très important. Et c'est important que les actrices aient une place... pareil, on n'est pas dans la domination en fait. Pour moi, les actrices ne sont pas des marionnettes, les acteurs non plus. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, le film. Donc évidemment, moi j'arrive avec des personnages qui sont très écrits et elles sont les interprètes de ces personnages, mais on les améliore ensemble en fait. Et si on y croit et si on est sincère et franc et dans une bonne relation, pour moi le film n'en est que meilleur. Je dis ça aussi parce que je trouve que c'est... Il y a eu beaucoup de débats, et ça c'est très bien, sur la question des violences sexuelles et sexistes dans le monde du cinéma. Et sur ce film-là, évidemment, on était hyper vigilantes, moi et ma productrice et toute mon équipe, parce que personne ne se sente mal à l'aise dans sa manière de mettre son corps, par exemple, sous les projecteurs. Mais au-delà de cette question-là, moi ça va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait je considère que les actrices et les acteurs, ils sont là pour... ils apportent des choses, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont intelligents, ils ne sont pas juste... justement que des corps. La question du consentement, elle a effectivement en plus trouvé sa scène, puisqu'il y a une scène de récit de viol dans le film qui est arrivée pas du tout au début de l'écriture du film, quoi, qui est arrivée à un moment parce qu'à un moment tout d'un coup je portais ça en moi et quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu mets pas dans ton film? Je me suis dit mais bien sûr en fait, enfin de toute façon c'est complètement dans les questionnements, mais ça va aussi avec jusqu'où on est prêt à aller dans tous les domaines. Et ça va très loin, puisque ça aborde les questions dont on a parlé beaucoup dans la première partie, mais c'est qu'est-ce que je vais montrer sur scène, et quand on couche ensemble, c'est effectivement, il faut qu'il y ait un consentement, que ce soit une relation d'amour ou une relation tarifée, enfin, c'est sûr. Pour moi, c'est un film qui peut aboutir à beaucoup de discussions autour de ça, qui est vraiment la question... contemporaine vraiment intéressante en fait. Il y a eu quelques films, beaucoup de films même, qui ont pénétré dans les clubs de striptease. Oui. Je voulais savoir si certains vous avaient inspiré. Je m'étais fait toute une petite filmographie sur le striptease ou le cabaret, parce que quand même c'est proche. Et c'était une grosse question pour moi de la manière dont filmer la scène en fait, parce qu'effectivement on fait du cinéma, on fait pas du théâtre, donc c'était important pour moi que ces scènes qui peuvent sembler répétitives au scénario soient jamais filmées de la même façon. Et c'est des films aussi qu'on a vachement échangé et regardé avec les actrices. Le fait de voir un peu jusqu'où on pouvait aller Alors après il y en avait plein, des plus ou moins... connus, mais même des archi classiques, même Cabaret, même Victor Victoria. Même Cabaret, c'est intéressant même d'un point de vue de déco et de scéno, parce que c'est du studio, je pense, mais c'est vrai que c'est aussi censé être un tout petit cabaret. Donc tout d'un coup, quand j'ai revu Cabaret, que j'ai vu que tous les projecteurs étaient dans le champ, je me suis dit, bon bah en fait, il n'y a aucun problème, tous les projecteurs sont dans le champ. On va arrêter de se prendre la tête, c'est normal, on est dans un lieu tout petit. Enfin, ça nous a donné plein de billes, en fait, pour réfléchir... à la fabrication du film avec les acteurs, mais aussi avec l'équipe technique. Le cabaret, oui, en plus, effectivement, avec cette espèce d'effet de jeu de rôle, hein, enfin y compris l'intervention. Il y a l'intervention d'un narratrice, et lui, effectivement, il y a l'intervention du narrateur dans le cabaret. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui était très tôt là dans l'écriture. Au début d'ailleurs je crois que c'était un narrateur dans mon scénario et puis finalement c'est devenu une narratrice, mais l'idée qu'un personnage s'adresse à la caméra, c'est quelque chose où je m'étais dit bah vraiment s'il faut le faire c'est dans ce film quoi. Il y avait aussi il y avait quand même les films de Jacques Demy que moi j'adore, enfin en tout cas Lola, et puis quelque part même dans Les Demoiselles, il y a toute cette préparation de numéros, puis cette espèce de frivolité, et en même temps de profondeur et de noirceur. Enfin, c'est ça que je trouve vraiment très élégant. Et puis il y avait aussi... alors Lola Montez, c'est plus monumental et difficile pour moi, même si c'est très brillant, voilà, c'est plus compliqué. Mais sinon, il y a un film de Renoir avec Anna Magnani qui joue une actrice. Une carrosse d'or, non ? C'est ça, voilà, c'est ça, qui est un peu sur l'histoire d'une vie. Mais c'est vrai que la question des femmes actrices aussi, c'est quand même quelque chose. Je dis les femmes parce que les acteurs, je les adore aussi, bien sûr, mais
il y a toujours quand même une confusion entre l'actrice et la prostituée. C'est-à-dire que finalement, en ce moment, il y a un groupe d'actrices qui se réunit en France, militantes, je veux dire. Hein. Là, vraiment, depuis après la sortie du film, dont font d'ailleurs partie Hésita et Louise et Ariane Labed. Enfin, vraiment, c'est... il y a toutes mes copines. Et c'est vrai qu'elles réfléchissent à cette question de comment ça se fait que pendant des années, le système du cinéma croit qu'une actrice, on peut y aller, quoi. Enfin, tout est permis. Bah, parce qu'il y a ce truc-là, de vendre son corps, et c'est vrai que c'est des zones complexes. Et en même temps, pourquoi on a envie de se montrer aussi, pourquoi on a envie d'être regardé, quelles sont les limites dans, effectivement, les scènes d'amour, le truc de se dénuder, comment les fixer, enfin, c'est des questions passionnantes, en fait. Faut pas les prendre comme quelque chose qui va être un étouffoir, je pense, pour la vitalité du cinéma ou pour même la sensualité au cinéma. En fait, tout est une question de consentement. On y revient. Un sujet de réflexion. Exactement, exactement. Alors, on en a déjà parlé un peu, mais je voulais parler un peu d'onirisme. Oui. Je voulais savoir comment et quand vous étiez venu cette idée que finalement ce lieu était aussi un lieu féerique qui protège de l'extérieur et qui fait que quand on en ressort justement, c'est pas qu'on sent le danger extérieur, mais il y a un espèce de changement de lumière, comme si le monde extérieur était presque plus hostile. Donc vous avez travaillé avec cette forme d'inversion de valeur presque, enfin c'est... Bah, c'était aussi, ça venait aussi de cette narratrice et de l'idée que c'est un peu un conte avec une morale qui est à l'envers effectivement de d'habitude. Et c'est vrai que ça se travaille aussi énormément dans la fabrication, c'est-à-dire dans le choix du décor et des lumières et effectivement le fait que dehors on est très souvent dans des choses un peu crues et qu'à l'intérieur c'est pas cru, mais il y a vraiment des façons d'être où on est envoûté, enfin voilà, où il y a quelque chose d'un peu plus envoûtant. C'est aussi parce que c'est une boîte à fantasmes, enfin c'est sûr, pour plein de gens, pas que moi je pense. Et c'est vrai qu'on l'a travaillé comme ça. Et après c'est aussi une réalité si on réfléchit d'un point de vue de société. Donc le lieu est quand même inspiré d'un vrai lieu, hein, même si ça n'a rien à voir et que c'est peut-être moins rose dans le vrai lieu et que voilà, mais... Et c'est pas un hasard s'il y a des lieux comme ça qui sont un peu interlopes, qui peuvent même surprendre le spectateur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais parce qu'en fait, en France, on est dans un déni de la question du travail du sexe, en fait. C'est-à-dire que la loi punit le proxénète, ce qui est une bonne chose, et maintenant cherche à pénaliser le client, mais du coup fait comme si la prostitution n'existait pas. En fait, c'est un déni. Et c'est complètement fou. Et c'est même quelque chose qui est déroutant pour l'Allemagne, par exemple, qui a acheté le film. Le film va sortir en Allemagne. Ils vont avoir forcément une autre façon de le recevoir. Parce qu'en fait, les premières personnes punies par cette loi, c'est quand même les personnes prostituées qui se retrouvent à exercer dans des conditions, sans parler des gens qui sont pris dans un trafic, hein. Parce que ça c'est encore autre chose, évidemment je suis contre, enfin vous voyez bien l'idée, mais je veux dire, comme il n'y a pas de protection aucune, c'est vrai que l'idée d'un lieu comme ça elle est aussi un peu provocatrice, mais c'est pas que une idée finalement onirique, c'est aussi une idée politique. Après l'onirisme, je l'aime dans le cinéma qui est le mien aussi, enfin j'espère. Et j'en avais envie pour ce film. C'est-à-dire qu'il y a plein de... On n'est pourtant pas dans un film fantastique, on n'a pas une diffusion de fou avec l'image qui ressemble à rien. Enfin, on peut ressentir des choses, en fait. On peut s'y croire par les sensations, mais il y a quand même quelque chose de beau, parce que c'est la scène, parce qu'on filme beaucoup de miroirs aussi. Il y a quelque chose, moi je trouve, dans l'idée des miroirs qui nous emmène dans quelque chose qui est proche du rêve, effectivement. Dans le fait de se regarder. De toute façon, cette idée de vouloir se montrer, elle est proche de qu'est-ce que c'est que se regarder en face. Enfin, c'est sûr, il y a des choses un peu troublantes autour de ça, quoi. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure les femmes, mais en fait tout le monde. Enfin, si on se pose la question de son propre corps et du rapport au monde, on se pose la question du regard. Et c'était évidemment très important pour moi qu'il y ait beaucoup de corps différents dans le film. C'est pas non plus, on n'est pas dans le film de Mathieu Amalric où c'était des danseuses burlesques voilà, qui jouaient avec des corps vraiment à rebours. Mais c'est vrai que ce qui m'avait touchée aussi dans ce club qui nous servait de modèle, c'est qu'il y avait vraiment toutes sortes de femmes.
c'est pas le Crazy Horse où il faut être absolument dans les canons. Et ça, c'est très touchant en fait. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus beau en fait pour moi. Petit prix régulier de couper des scènes de manière assez abrupte. Hein. Oui. Comme si vous vouliez faire monter la tension et la briser net. Vous pourriez m'expliquer un peu ce parti pris de montage? Bah déjà, sinon, je pense que le film, il pourrait faire 2h40. Si on n'avait pas utilisé... Mais il y avait quelque chose où j'avais envie que le film soit très vif. Le film est plein comme un œuf, en fait. Il y a beaucoup de personnages secondaires, beaucoup de petites intrigues, beaucoup de micro-événements, et beaucoup de musique, beaucoup de... Enfin, il y a ce décor principal, mais voilà, il y a des variations de lumière. On est tout le temps un peu secoué, et en même temps, c'est pas un film d'action, donc on n'est pas non plus pris par une tension de suspense, vous voyez. Et donc, j'avais envie que le film nous prenne, mais aussi parce que c'est un film sur la passion, et que quand on vit une passion, on a l'impression de vivre plus vite, plus fort, que tout est plus intense. Et effectivement, dans le montage, une manière de faire monter l'intensité, c'est vraiment de jouer avec le rythme, et vous avez raison de ne pas s'étaler, faire les entrées, les sorties, les trucs, enfin, c'est pas ça qui va nous mettre en tension. Et quelque part, quand on vit... C'est ce qui arrive finalement à Aurore, c'est-à-dire qu'elle... Pendant quelques mois de sa vie, il se passe beaucoup de choses en même temps dans sa vie. Mais en fait, c'est souvent comme ça dans la vie. C'est-à-dire qu'on a des périodes où finalement c'est assez calme, on s'ennuie, où on vit des choses plus tristes, mais, ou pas d'ailleurs. Des fois, on est tranquille, en fait, on est dans une banalité. Et là, c'est sûr qu'elle vit une époque de sa vie. Je me dis, elle va s'en rappeler, quoi. Enfin, elle vit plein de choses en même temps. Et donc, j'avais envie de retranscrire un peu ce sentiment qu'on peut avoir... qui correspond pas spécialement d'ailleurs à un âge ou voilà, c'est des moments un peu... C'est à la fois des moments initiatiques, mais pas gravés dans un parcours normé, quoi, effectivement. Et quelque chose qui vous tombe dessus. De toute façon, l'amour, c'est toujours quelque chose qui nous tombe dessus, j'ai l'impression. Si on se met à le chercher, ça marche pas bien. Et donc, c'est mélangé entre ça et l'idée de faire des expériences. Mais l'un nourrit l'autre, du reste. C'est-à-dire que c'est peut-être parce qu'elle s'ouvre à des expériences que tout d'un coup, elle peut s'ouvrir à quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas. Enfin, ouais, tout ça est lié. Et c'est souvent comme ça dans la vie, finalement. Alors, j'avais entendu dire, je crois que c'est votre monteuse qui avait discuté avec un ami, et qui disait qu'il y avait un premier montage qui faisait presque 3 heures. C'est ça, c'est ce fameux montage de 2h40. Mais ça, c'est normal, c'est l'étape d'un film. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien travailler comme ça. C'est-à-dire que comment dire, j'aime souvent les producteurs veulent nous faire couper du scénario en prépa parce qu'on n'a plus assez d'argent et ça rentre pas. Et moi je dis non, mais moi j'ai besoin d'avoir un truc à couper au montage en fait, merci. Et je sais pas encore ce que ça va être. C'est-à-dire que je pense vraiment que par exemple les scènes de numéros, c'était des scènes qui pouvaient être réduites à quelques mots dans le scénario et puis tout d'un coup qui ont été improvisées pendant le tournage, et on en a enlevé certaines qui étaient super et qui n'étaient même pas dans le montage de 2h40 parce que voilà, on avait déjà fait des choix. Mais effectivement, j'aime bien que... Comment dire, je trouve ça intéressant ce que vous dites, le fait qu'on doit être en haleine en fait. Et pour ce film, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire, je pense que c'est pas bien d'être dans le contemplatif. Il y a aussi quelque chose qu'on a appris avec la monteuse, et je pense que ça, dans le film de 2h40, on était un peu à mi-parcours encore, c'est que le striptease, c'est super chiant. En fait, en temps réel, c'est l'enfer. Enfin, c'est vraiment très très lent. Et d'ailleurs, dans un spectacle de striptease, on apprécie que ce soit lent parce qu'en fait, chaque vêtement se fait désirer. Tout est... Même dans un spectacle rapide, en fait. Et donc, vraiment, le montage du striptease, pour nous, ça a été l'art de l'ellipse, quoi. C'est-à-dire que sinon... si on doit enlever chaque bretelle de soutien-gorge, chaque bouton de chemise, c'est l'enfer. Jess Franco en a fait son cinéma. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, je pense, dans le premier montage. Et puis après, il y a peut-être des petites digressions qui ont changé. Mais de toute façon, l'âme du film, elle est... J'ai rien enlevé. C'est un film que j'ai fait dans une liberté folle, finalement, quand j'y repense. Parce que effectivement j'ai été quand même très protégée par ma productrice qui a réussi à
se battre pour trouver les financements du film que je voulais, et pas à le réécrire à la sauce de certains qui auraient dit ce serait quand même mieux que gna qu'elle ait un but, on peut pas dire qu'il y en a une qui meurt, bah non, enfin je dis voilà, non, vraiment pas, etc., etc. Mais du coup, j'ai fait le film que je voulais, de la manière dont je le voulais, c'est-à-dire que c'était aussi un tournage très dense où on avait beaucoup à faire en peu de temps. Mais voilà, sur certaines scènes, on prenait le temps d'improviser follement. Enfin, c'était vraiment extraordinaire, quoi. J'aime beaucoup la texture de la photo, que je trouve vraiment très vive, parfois très bleutée, une photo où les couleurs éclatent. Ouais. Quelque chose qui appuie sur le charnel, justement, et qui met énormément aussi en valeur le grain de la peau. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec... Avec Alexis Kaverchine. Ouais, bah, c'était super avec Alexis. C'était le deuxième film qu'on faisait ensemble. Et c'est vrai que là encore, la contrainte du lieu est finalement génératrice de liberté. Puisque je disais tout à l'heure, on peut voir les projets dans le champ, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'effectivement tout est permis. C'est-à-dire qu'on est allé voir même des spectacles en prépa de ce fameux club, et donc c'est n'importe quoi en fait, enfin, il y a vraiment toutes les couleurs possibles. Donc nous on s'est dit, bah, c'est pareil, on fait exactement ce qu'on veut. Alors nous on n'a pas reproduit ce qu'on a vu dans les spectacles, on a plutôt reproduit des références de photos contemporaines, des trucs qu'on trouvait hyper beaux, des alliances de couleurs qu'on ne devrait pas voir ensemble. C'est-à-dire que dans une scène, on est libre en plus de s'affranchir complètement du naturalisme. Donc effectivement, il y a des scènes où les peaux sont complètement bleutées, d'autres où elles sont rouges, elles sont vertes, enfin voilà. Et c'est ça qui met énormément en valeur les corps aussi, et qui fait quelque part qui fait que c'est pas c'est cru parce que c'est franc, mais c'est pas érotico dégueu, je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ouais, ça je sais pas trop, mais c'est aussi ça et qui protège les comédiennes. Et d'ailleurs les comédiennes, tout un pas justement, Zita et Louise, hein, les autres, les danseuses, etc., elles allaient, quand elles n'étaient pas en train de tourner, elles allaient voir ce qui se tournait, et quand elles voyaient l'écran de contrôle de l'image, elles étaient extrêmement rassurées, parce qu'elles voyaient qu'elles allaient être mises en valeur, que ça allait être beau, en fait. Et c'est ce que ressentent les stripteaseuses, puisque j'en ai rencontré nombreuses pour préparer le film, c'est qu'elles se sentent habillées. Et d'ailleurs, quand on a fait une résidence tout ensemble pour préparer le film, une résidence de fait non mixte, puisqu'on n'était que des filles, dans une salle de théâtre, et où on a fait toutes du striptease pour voilà, voir jusqu'où chacune irait, etc. Les vraies stripteaseuses, entre guillemets, celles qui avaient pratiqué, etc., étaient un peu gênées parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Donc l'éclairage est vraiment une part très importante et habille en fait les corps. Et c'est vrai que nous, on se sentait voilà, libre, en tout cas en termes de chromie, de faire ce qu'on voulait. C'était très agréable. Et après, il y a aussi quelque chose que j'avais pas encore fait sur mes films de fiction, en tout cas pas fait depuis que j'étais un peu étudiante et tout, c'est que Alexis m'avait proposé déjà sur Chanson douce à des moments où je lui disais mais tu veux pas faire comme ci, tu veux pas faire comme ça, il me disait mais si tu veux tu peux cadrer toi, je disais ah non, il n'y a pas le temps, il y a les bébés, il y a Karine Viard, on n'a pas le temps. Mais là je lui ai dit je veux bien sur certaines scènes, j'aimerais bien essayer, et c'est pas facile parce que moi c'est pas du tout mon métier, c'est des caméras, on avait pris des vieux objectifs scope anamorphiques assez lourds. Donc c'est pas rien quoi, mais toute l'équipe était avec moi. Alexis était entouré de femmes à la caméra et à la lumière, et tout le monde était vraiment hyper sympa avec moi, et donc effectivement j'ai cadré, pas du tout de manière systématique, mais certaines scènes où intuitivement je savais exactement ce que je voulais, et parfois c'était comme on adore qu'il y ait un miaulement à ce moment-là. Et parfois pour cette scène c'était comme un dialogue entre nous, c'est-à-dire que moi je pouvais initier un mouvement et lui le refaire et moi le refaire, et je sais même plus à la fin ce qu'on a monté. Enfin je saurais le dire à des endroits, et lui sûrement, parce que des fois moi je fais des cadrages pas très pro, mais j'aime ce côté impur, donc ça me plaît pour certaines scènes, mais je saurais même plus, je m'en fiche en fait de qui a fait le plan, à la fin c'est ma matière, etc. Mais je sais que moi ça m'a donné un sentiment de grande liberté. Je sais que Claire Simon cadre tous ses films, parce que j'ai eu comme prof, et je comprends pourquoi en fait. Y compris des films qu'elle fait qui sont plus fiction et tout ça. Je trouve que c'est vrai que ça donne... Enfin, c'est très fort, quoi. Moi, j'ai aussi été... et je suis encore actrice. Enfin, je trouve que ça aussi, quand on est actrice, on a beaucoup de pouvoir, en fait, sur le plateau et sur le plan. Mais c'est vrai que le cadre, c'est l'autre pouvoir, quoi. C'est énorme, en fait. C'est les deux mamelles du tournage.
Alors, il y a une énorme importance de la sororité dans le film. Mm. Je voulais savoir si est-ce que la sororité était pour vous liée à ce métier de stripteaseuse, prostituée, ou est-ce qu'elle était présente dans tous les secteurs d'activité où les femmes sont à l'œuvre? Bah moi je crois que en tout cas il est urgent de la mettre en lumière puisque effectivement on a quand même dans le cinéma très souvent représenté les groupes de femmes comme extrêmement mesquines, jouant la concurrence, etc. Et ça c'est vraiment insupportable et en plus pour ce qui est de cas de, que ce soit des stripteaseuses ou d'une troupe de théâtre ou voilà en fait c'est faux. Enfin, je veux dire, cette espèce de crépage de chignon qu'on a vu dans tellement de films, de téléfilms, ou dans Zola, enfin, je veux dire, dans l'histoire, comment s'appelle déjà le livre de Zola sur la prostituée qui est si beau, mais Nana. C'est triste, Nana, voilà, merci, où elles sont toutes en concurrence, etc. Peut-être c'était vrai à l'époque, et sûrement, mais c'est aussi quelque chose qui sert le patriarcat, de montrer les femmes qui se tirent dans les pattes. Et pour le coup, ça m'a été confirmé par toutes les femmes que j'ai rencontrées. Il y a vraiment une grande sororité, solidarité, empathie dans les coulisses des clubs de striptease comme ceux-là. Même s'il y a toujours la méchante, mais comme dans n'importe quel bureau où il y a des collègues avec lesquels vous n'allez pas vous entendre, qu'ils soient masculins et féminins, c'est un truc d'effet de groupe. Mais il n'y a pas du tout ce fantasme des filles qui se tireraient dans les pattes, bien au contraire. Et en plus, je pense que plus on est confronté à des situations difficiles, plus on se serre les coudes. Et c'est drôle parce que sur Fidelio, il y avait un peu la même idée par rapport aux équipages multiraciaux, qui est une réalité, c'est-à-dire des équipages où il y a voilà, des Français, des Roumains, des Philippins, et on me disait, mais quand même, tu parles pas beaucoup de racisme. Je disais, mais en fait, pardon, mais vraiment, quand les gens sont au travail... il y a du racisme, il y a tout ça, mais en fait, quand même, les gens, ils travaillent ensemble, quoi. Ils ont autre chose à faire que de se tirer dans les pattes. et voilà, c'est mon côté optimiste, hein. Voilà, c'est comme oui, puis c'est un côté aller contre les idées reçues. Oui, et puis c'est une forme d'humanisme, en fait, de croire que c'est possible, parce que moi, je trouve que dans le collectif, dans un tournage de film, c'est un peu pareil, en fait. Il y a quelque chose de très beau dans l'idée qu'on fait tous avancer quelque chose. Et en tout cas, la sororité, c'est quelque chose d'important pour moi et qui n'est pas un fantasme. Ça, j'en suis sûre. Donc c'est bien de le mettre en lumière, et surtout dans un milieu où on a eu tendance à relayer des clichés qui correspondent à rien, en fait. Si ce n'est à l'envie des mecs de voir les femmes à leurs pieds se disputer pour je sais pas quoi. Donc peut-être dans le même ordre d'idée, il doit y avoir une complicité folle avec les actrices pour arriver à un tel degré de spontanéité au niveau des scènes. Je voulais savoir comment vous avez travaillé ça, parce que c'est vraiment c'est assez spectaculaire. Bah, de manière vraiment très, très concrète et très simple, et comme je l'avais un peu déjà fait pour Fidelio. C'est-à-dire que ça commence à la première rencontre, déjà, c'est vraiment de dire, en donnant le scénario, bah voilà, je te donne un scénario, tu vas tout de suite comprendre, ça se passe dans la club de striptease, donc vraiment, si tu es mal à l'aise avec la nudité, il faut me le dire tout de suite, c'est pas grave, je vais faire d'autres films, je suis jeune, si je te donne ce scénario, c'est parce que, là je parle vraiment en casting, quand il y a plusieurs actrices, Zita, il se trouve que je lui ai proposé le rôle, parce que je l'avais déjà auditionné pour un film précédent, et je voulais lui proposer, mais il y a quelque chose d'être très cash, quoi, enfin, déjà, et d'ailleurs Zita a mis des mois à me dire, ok, en fait, surtout parce qu'elle avait un peu peur du personnage. Elle dit d'ailleurs qu'elle avait plus peur du fait de jouer une actrice que du fait d'être nue. C'était ça qui lui donnait l'impression de se mettre à nu, en fait, alors que c'est pas elle du tout, en plus, le personnage. Mais effectivement, elle peut dire qu'au moins, quand elle m'a dit oui, c'était un oui de consentement. Elle avait vraiment bien réfléchi. Donc faut prendre le temps, effectivement. Si on met les gens sous pression, ils peuvent nous dire oui pour de mauvaises raisons. Mais jamais cacher, enfin toujours dire. Et là, je savais que pour ce film, c'était central. On va pas s'amuser à dire « Ah, mais je veux bien, mais par contre, il faudra que tu effaces je sais pas quoi, je sais pas qui. » Enfin, puis en fait, je veux bien, mais ça me fait peur, mais j'aime pas ça. Moi, je voulais surtout des gens qui soient heureux, quoi. Voilà, qui soit heureux comme moi, ce que je ressens par rapport au fait de montrer son corps. Parce que pour le coup, si j'ai eu envie de faire ce film, c'était la première question. Peut-être c'est aussi parce que moi, j'ai pas beaucoup de pudeur, que peut-être je suis un peu exhibe, je sais pas. Mais en fait, j'ai longtemps été la bonne copine qu'on appelle pour jouer dans les courts-métrages toute nue, parce que j'ai aucun problème, en fait. Donc, je trouve ça cool, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'avais aussi envie de raconter l'histoire d'un personnage pour qui c'est cool. Voilà, parce que finalement, on n'en voit pas tant que ça. Et que c'est pas compliqué. Et donc c'est très important d'avoir ce dialogue en amont. Ensuite, toutes les scènes qui comportent de la nudité que ce soit, parce que là du coup dans ce film-là, il y a les scènes de spectacle, et puis il y a les scènes de sexe.
C'est pas quand même tout à fait la même chose. Elles ont été discutées. Même si elles s'entremêlent à certains Elles moments. s'entremêlent évidemment à certains moments. Et justement, vous voyez dans la scène où ça s'entremêle, où elles font finalement l'amour pour la première fois de manière technique sur scène, mais quand même il y a un orgasme. C'est une scène qui est tournée en plusieurs morceaux, puisqu'en fait la partie intime de la scène, elle est montée avec le public, mais il n'y a plus personne en fait, on est 4 sur le plateau, ça, bon évidemment tout le monde vous le raconte sur les scènes d'unité, mais c'est une réalité, on fait sortir tous les gens qui ne sont pas essentiels, on féminise les postes si on peut, c'est-à-dire Alexis, il reste là parce que c'est Alexis, tout le monde l'adore, mais, mais je veux dire, on prend la fille qui est à la machinerie plutôt que le garçon, mon amie ingénieure du son qui est une fille, elle reste seule, elle perche, enfin vous voyez, on fait au minimum du minimum. Et sinon, surtout, c'est ça que je veux dire, c'est beaucoup un travail pour moi en amont et le fait que ce soit très clair. Au scénario, normalement, c'est des scènes qui sont très clairement décrites. Si elles ne le sont pas, parce que ça emmerde justement les gens qui doivent les lire, moi, je les réécris pendant la préparation pour qu'il n'y ait pas de surprise sur ce qui va être les actions. Et en général, on en a parlé avec tous les acteurs concernés, s'ils en ressentent le besoin qu'on en discute, ou même moi des fois parce que ça m'aide à penser comment je vais le découper pour être efficace sur le plateau et justement pas que ça dure des plombs parce que personne n'a envie que ça dure des plombs. Parfois on peut répéter des positions habillées par exemple, ce qui n'est pas du coup gênant normalement à ce moment de la prépa. Voilà, enfin c'est des choses très concrètes en fait, c'est pas en avoir peur comme quelque chose qui serait vraiment le diable. Moi je pense qu'on peut se faire plus mal en faisant une scène de cascade, ou on peut se faire mal en faisant n'importe quelle scène. Enfin, on peut se faire mal en ratant une marche dans une scène d'escalier, on peut se faire mal parce qu'on a des partenaires pas safe qui sont un peu insultants, enfin vous voyez. Donc là j'ai aussi essayé de faire très attention à ce que les personnages récurrents, notamment l'amoureux, le client, etc., à la fois généreux, justement pas non plus eux aussi qui sont à l'aise avec leur corps et puis avec une bonne relation avec leur partenaire. Enfin voilà, je fais hyper attention, quoi. Alors un peu lié aussi, la dernière scène qui est d'une liberté absolue, Oui. Qui est complètement lâchée ou rêvée. Je me suis demandé si vous l'aviez écrite, vraiment si c'était quelque chose comme un désir d'improvisation ultime, ou c'est presque là que le film prend presque tout son sens sur la liberté créatrice, où même vous intervenez. Je me mets dans la masse. Ouais, dans la masse. Voilà, comment en avez-vous eu l'idée? Vous voulez dire le groupe des femmes, quoi, l'assemblée des femmes, les anciennes. Qui défilent qui sont bien, quoi. Bah, ça, c'était une idée qui était, je pense, assez tôt dans le scénario, l'idée qu'il y avait à la fin une réunion des anciennes, des nouvelles, parce que c'est aussi toujours par rapport à ce microcosme, pour le coup, il y a cette spécificité d'un métier qu'on fait pour un temps donné. C'est rarement un métier qu'on fait toute sa vie. Et donc l'idée qu'on allait pouvoir incarner à l'écran ce qui est dit comme ça dans un dialogue, qui est que ça va bien, merci en fait, enfin, que des années après on peut avoir envie de se rappeler de cette époque, de se retrouver, enfin voilà, et d'être de faire la fête en fait dans cet endroit. Et il y avait l'envie de mêler évidemment des corps de tous les âges, de toutes les origines, etc. L'idée que le lieu perdure aussi à ces personnages qu'on a suivis, quoi, qu'il y a encore ce lieu. Alors après on a trouvé l'idée de ce pot de départ et du coup il y a une petite fin d'histoire complètement romanesque et romantique en plus qui lance la scène, mais l'idée de voir tout le monde danser et être libre et être bien sur cette scène, et qu'il n'y ait que des femmes et qu'il n'y ait plus de public, qu'il n'y ait plus d'hommes en fait, qu'il n'y ait que cet homme mais qui est quand même un collègue qui ne représente pas du tout la même chose que les clients. Bah, c'était vraiment une idée de scénario, et après concrète et ancienne, enfin un désir, quoi. Et après concrètement, effectivement, pour fabriquer cette scène, j'ai effectivement appelé pas mal de personnes qui sont des amis proches, des gens avec qui j'avais travaillé, des actrices d'autres films. Enfin, il y a Ariane, il y a des actrices qui jouent dans la série Cannabis, voilà, et puis d'autres plus figurantes. Par hasard,
une ancienne stripteaseuse du club qui nous a inspiré, nous a contacté. Enfin, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, vraiment, une femme de plus de 60 ans, je veux dire. Donc, c'était vraiment génial, qui était du coup hyper à l'aise et tout, et qui aimait beaucoup le décor, qui disait « Ah, ça ressemble vachement bien !» Enfin, bon, c'était vraiment très drôle. Et après, on s'est réunis la veille en petits groupes, il n'y avait pas, je pense, tout le monde, c'était un dimanche, pour un peu définir une vague chorégraphie, mais enfin c'est pas une chorégraphie très compliquée, vous avez vu, c'est juste quelque chose qu'on peut faire, voilà, c'est très libre, et effectivement comme il y en a qui sont des vraies danseuses, ou d'ailleurs certaines sont danseuses sans être stripteaseuses, mais il y en a plein qui savent faire des trucs fous, il y a ce petit truc où elles venaient faire un petit salut à la caméra, enfin voilà, c'était une manière ouais, je sais pas, avec un regard caméra aussi. Enfin, c'était l'idée de dire on est là, on est consciente d'être là et on est bien et on est dans la joie. Et si ça vous plaît pas, ben, on vous emmerde en fait, c'est comme ça. Ça passe exactement. Et c'était très festif. Ouais. Et franchement, c'était une journée de tournage. Après, c'était dur de. On continuait le tournage le lendemain, c'était dur de pas avoir envie de rester et de faire une énorme fête en fait. C'est aussi un film qu'on a tourné. Juste après le Covid, et donc on était dans une énergie aussi par rapport à l'idée de la fête, d'être ensemble, du monde de la nuit qui était énorme en fait, qui nous semblait encore plus chargée, je pense. Mais donc c'est une scène qui est à la fois improvisée parce que voilà, ça capte. C'est une scène tournée à 2 caméras d'ailleurs, parce que justement ça permet d'aller chercher des choses. Voilà, bon, de toute façon là j'étais en perte de contrôle totale puisque j'étais dans les plans. Donc, oui, cette scène est assez fabuleuse. Une avant-dernière question annexe, que vient faire Frédéric Wiseman dans le public? En fait il se trouve que j'ai rencontré Frédéric Wiseman grâce à la SRF parce qu'on lui remettait le carrosse d'or 2 mois avant le tournage, enfin on était en pleine prépa. Et que, évidemment je connaissais un peu ses films mais j'avais jamais vu L'Homme et je l'ai trouvé tellement magnifique et je cherchais des clients qui soient vraiment âgés parce que c'est une réalité et moi je suis pas parisienne donc je connais personne en fait à Paris et je me suis dit mais je vais lui proposer en plus non mais c'est parce que très gentiment et poliment il m'a demandé ce que je faisais et je lui dis voilà là je préfère un film. Il me dit oh mais alors c'est vraiment très intéressant. Je dis mais venez si vous voulez. Et donc voilà, donc il a accepté et c'est un moment quasiment documentaire en fait ce moment parce que finalement c'est une danseuse très très professionnelle qui fait un numéro et puis lui il la regarde voilà comme il saurait comme il saurait la regarder probablement comme personne. Et votre prochain film? Mon prochain film bien malin qui saura ce que ça va être. Non alors là je vais me remettre à écrire mais entre deux, là, j'ai fait un court-métrage. J'avais pas fait de court-métrage depuis longtemps. Avec des lycéens et j'en suis très contente. Donc là, je suis en train de faire la post-production. Et on peut dire que j'étais encore plus libre puisque j'avais pas besoin de soumettre le scénario à des financiers, justement. Donc c'est une sorte de documentaire sur l'année 1996 d'une jeune fille qui est en option cinéma. C'est vrai que là vraiment je me suis fait vraiment tout à fait plaisir en replongeant dans mes souvenirs et je suis en train de faire la post-production. Donc finalement ça va être ça mon prochain film. Et j'en profite pour dire, parce que j'ai pas pensé tout à l'heure, que sur le DVD il y a un bonus qui est un film qui s'appelle La Grève des ventres et que justement j'avais invité l'actrice avec qui je partageais l'affiche de ce moyen métrage qui s'appelle Sarah Rastega et qu'on est dans la grande scène finale et qu'en fait il y a plein de ponts entre les deux films, enfin entre Mon seul désir et La Grève des ventres et même de manière inconsciente, c'est un peu fou. C'est-à-dire que quand je l'ai revu, je me suis dit mais c'est bizarre. C'est comme si j'avais fait une répétition générale. Un prélude. Voilà, un prélude, mais là c'était vraiment le bouquet final. Je vais pas refaire un film sur le striptease avant longtemps, je pense. Merci en tout cas merci beaucoup pour tout ce temps. Merci.